Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve du coup pour un épisode ce jeudi sur les locaux commerciaux. Pourquoi? Parce que nous, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez qu'on raffole les locaux commerciaux. D'ailleurs, plus le parc avance, moins on a de l'habitation et plus on a du pro et du local commercial. Donc c'est un bon moment pour vous en parler. Déjà, faut savoir que notre meilleure OP, la plus rentable de toutes, la plus facile même, je pense, que ce soit financement, prix, apport, c'est un local commercial. Tu Ouais, racontes tout un à petit fait. peu? Tout à fait, où on fait notre record de rentabilité. On a 17,3% de rentabilité. C'est la rentabilité d'un Airbnb, sincèrement. Sachant que bon, je suis sûr qu'on va direct me poser la question, ouais, mais ta rentabilité brute par rapport à ta rentabilité nette. C'est vrai que je parle toujours en brut, donc je prends mon prix de vente avec mes frais d'acquisition, je prends mon loyer net. Mais c'est, comme on le verra après, un des gros avantages du local commercial, c'est que comme vous avez peu de charges, je sais pas, si on a une rentabilité brute de 17%, notre rentabilité nette, elle doit être à 15, quoi. Donc quand vous êtes 15% net de rentabilité sur un bien, en fait c'est zinzin, et pour faire ça sur de l'habitation, faut vraiment être très très bon parce Ou que le avoir un pricing bon du off-market, marché, quoi. voilà, avoir un très bon off-market ou faire les travaux soi-même, etc. Enfin, c'est quasi impossible d'avoir des aussi bonnes rentabilités dans l'habitation, et c'est pour ça que je voulais qu'on en reparle aujourd'hui pour vraiment que on revoit un peu les bases de pourquoi c'est plus intéressant et de pourquoi, si des fois vous avez un peu de mal avec certains points de l'investissement locatif, donc peut-être vous avez peur des locataires, vous trouvez des fois que c'est pas suffisamment rentable de faire du local d'habitation, on va essayer de reparler ensemble du local commercial et de casser les éventuelles barrières à l'entrée que vous auriez dessus. Ouais. Bon, du coup, je voulais que tu racontes ta meilleure OP, mais Pardon. passons, c'est Non pas mais grave. vas-y, c'est bon, je la raconte. C'est vrai que du coup je suis passé au travers. En fait, c'était aussi simple que Tu l'as même pas cherché sur le Bon Coin, en ouais, c'est fait? ça, je l'ai même pas cherché sur le Bon Coin, je me baladais, en fait, j'allais justement voir un autre de nos locaux commerciaux, et dans la même rue, dans la même résidence, mais un peu plus loin, en fait, il y avait un local commercial qui à l'époque était occupé par des kinés qui étaient à la vente. Donc en fait, il y avait un petit panneau à vendre avec un numéro de téléphone dessus. Et au début, je pensais que c'était un particulier directement qui vendait, parce que comme sur le panneau à vendre, il n'y avait pas de nom d'agence et que c'était un 06, etc. Je pensais pas que c'était un agent immobilier que j'aurais au bout du fil. Et pourquoi j'ai pris le numéro de téléphone et que j'ai appelé à la base, c'était même pas forcément pour faire une acquisition. C'était que comme nous, on avait un local commercial quasi au même endroit, je voulais prendre un peu des infos, donc je comptais appeler en touriste, donc pour prendre un peu des infos sur la superficie du bien, sur le prix de vente, etc. Et pour voir si par rapport à combien on estimait la valeur du local commercial qu'on avait un peu plus loin, si on était dans les clous ou pas. Vraiment, au début, c'était simplement par curiosité que j'étais prêt à appeler. Et effectivement, j'appelle le lendemain. Je tombe sur un agent IMO qui était pas du secteur, donc il était dans la même ville, mais lui, de ce que je comprends, c'était vraiment pas son quartier de prédilection. Il avait pas l'air de spécialement le maîtriser, et vous comprendrez après pourquoi. Et en fait, quand il me donne le prix au téléphone, on était à 85 000 € pour un local avec une mezzanine qui fait quasiment 50 mètres carrés, qui est bien placé dans la grande ville proche de chez nous, vraiment dans un quartier où vous avez le tram au pied, vous avez un autre centre commercial qui est pas loin, et même à pied, vous êtes à quoi du centre-ville? Vous êtes à 15 minutes grosso modo. Je pense, ouais. Donc vraiment, vous êtes très très bien placé. En plus, dans un quartier d'avenir, c'est-à-dire que c'est un quartier qui est assez vieux et où la ville a l'intention de mettre pas mal d'argent dedans pour le rénover, donc démolir les anciennes tours de logements sociaux qui est un peu plus loin, construire des nouvelles, enfin donner des permis pour des nouvelles résidences neuves qui sont en train de sortir de terre à certains endroits. Donc vraiment, c'est un quartier qui se développe pas mal. Et quand il m'annonce le prix, il me dit 85 000 €. Franchement, je lui ai dit tout de suite, je peux venir visiter demain? Bonsoir, c'est oui. Ah ouais, parce que déjà à ce prix-là, je me suis dit non mais c'est super intéressant, et le plus incroyable, c'est qu'il me laisse sous-entendre au téléphone que c'est 85 000 négociables. Et là je me dis non mais c'est une Il faut dinguerie. pas l'embaucher comme agent, quoi. Ah ouais, enfin faut pas le prendre si vous voulez vendre vos locaux, parce qu'il va vous faire une mauvaise affaire en tant que vendeur. Parce que moi, si vous voulez savoir, par rapport au nombre de mètres carrés et à la localisation, moi j'estime le bien entre 100 et 110 000 €. Il est plus grand en plus de Il est celui plus qu'on a à il est côté. plus grand Ouais. que celui qu'on a, sachant que le loyer hors charge sur ce bien-là, c'est 1 100 par mois. Ouais. Donc honnêtement, même déjà vous le payez 110 000, vous êtes déjà à 12% de renta. Et franchement, on pourrait me dire ah ouais, mais bon, t'es certainement dans un quartier craignos, machin. Non, même pas, c'est pas du tout un quartier qui est risqué de ce côté-là. Enfin franchement, en termes de sécurité, on est ISO avec tout le reste de la ville, et c'est une des plus grandes villes françaises, donc il y a pas trop de doute là-dessus. Et je disais simplement ça pour dire que ouais, du coup je vais visiter, et la visite se
passe bien, le local est nickel. Bon après c'était des kinés dedans, donc forcément en fonction de l'activité que vous Ils vouliez partent à faire. la retraite, je crois, en plus, Des non? kinés qui partent à la retraite, tout à fait, en fonction de l'activité que vous vouliez faire, ça se prêtait pas forcément à tout type d'activité, mais par exemple une agence immobilière, des bureaux, j'ai eu de la demande pour un cabinet de courtage. Voilà, j'ai eu un peu plusieurs demandes de type pour des preneurs à cet endroit-là. Et franchement, à la visite, il me redit que c'est négociable, etc. Je me dis putain, faut que je fasse une offre et tout. Je tente le tout pour le tout. Il m'avait dit 85 000, je tente une offre à 70. Franchement, une offre basse sur déjà un truc que moi-même j'estimais qu'il valait 110. Et le plus incroyable, c'est qu'elle est quasi passée. C'est-à-dire que il m'a rappelé, il m'a dit bon, ben votre offre est un peu basse quand même. Mais il m'a dit vous savez quoi, j'ai baissé ma com et les propriétaires ont fait un effort. On vous fait une offre ferme à 74 000. Moi je dis bah franchement 74 000 go quoi. Non, mais en plus, lui vraiment, il a voulu juste se débarrasser. Il rend service à ses potes. Il s'est dit putain, vraiment, faut qu'on s'en débarrasse. J'ai quelqu'un, à mon avis, il avait 0 appel parce qu'il les a même pas mis sur le bon coin ni rien. Donc en fait, si tu passais pas devant, personne ne savait, tu vois. Ouais, parce que moi du coup j'ai cherché le bien sur les sites et je l'ai pas trouvé parce qu'à mon avis justement il les a pas publiés parce que les agences quand elles publient sur les sites d'annonces en fait ça leur coûte de l'argent. Donc je pense qu'il faisait que de la communication en interne sur son site à lui et forcément dans les vitrines de l'agence et il y avait une pancarte sur place. Donc c'est pour ça que franchement ça a été un coup de fusil, on peut le dire, ce bien-là. Et franchement j'ai su direct qu'on allait faire une super bonne rentabilité. En plus comme il était bien placé, quand on a fait l'acquisition, on a trouvé un locataire en moins d'une semaine. Genre grosso modo on a eu les clés le mardi, il était en location le dimanche. Ouais. Puis en fait ça tombait bien parce que c'était quand que tu l'as visité? C'était septembre, je pense. Non, je l'ai visité en novembre. Non, c'est octobre. Ouais, octobre. En fait, ça tombait bien parce qu'au niveau de l'acquisition, sur le délai normalement raisonnable pour acheter un truc, en fait, ça tombait bien parce qu'on quittait notre job en décembre. Oui. Donc en fait, c'était the dernière affaire. Ouais, c'était le dernier moment où on pouvait aller voir la banque et demander un financement. Forcément, c'était un petit prêt. Puis j'ai tout de suite montré au banquier, regardez le prix au mètre carré, le potentiel de location. Vous allez voir, ça va se louer. On en a déjà d'autres des biens comme cela. En plus, pareil, le banquier, je lui dis, regardez, on en a un à côté qui est plus petit, qu'on loue déjà 1000 € hors charge par mois. Donc il y a aucun doute qu'on arrivera à le louer à 1100. Ouais. Donc franchement, on a rassuré à fond le banquier sur ce sujet-là. Il nous a donné le prêt sans souci. Peut-être le seul défaut, c'est qu'il nous a fait une petite carabistouille parce qu'il m'avait validé 20 ans et au dernier moment quand j'ai reçu les offres de prêt, c'était sur 15. Ouais. Il m'a dit ouais, j'ai essayé 20 ans, j'ai pas réussi. Cash flow, ouais. Alors qu'il m'avait fait 20 ans sur un autre local commercial 6 mois avant, mais bon, la vérité c'est qu'on avait tellement de cash flow et comme le montant est pas très grand, on a des mensualités de 540 par mois et si on l'avait fait sur 20 ans, on aurait eu des mensualités à genre 440. Donc en vrai, c'est pas si grave. On n'est pas 100 balles le prix, on n'est pas 100 balles le prix. Bah vu le cash flow, non. Voilà, donc vraiment bonne OP. En fait, on attire votre œil là-dessus parce d'ailleurs on le voit un peu sur Insta, en fait, il y a personne qui parle des locaux commerciaux alors que en vrai, c'est une giga niche et en termes de gestion locative au niveau des charges et tout, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Pourquoi tu penses que la plupart ils regardent même pas les locaux commerciaux. En fait, tout le monde se dirige vers l'habitation obligatoirement. Et pourquoi personne ne regarde les locaux commerciaux? Encore une fois, je pense que c'est une question de connaissance sur le sujet et de zone de confort. C'est-à-dire que quand tu veux faire de l'investissement locatif, tu vas aller vers ce que tu penses connaître, l'habitation. Tu vas dire, bah écoute, moi j'ai déjà loué un appart, je vois un peu comment ça fonctionne, les relations propriétaire-locataire, machin, les prix. C'est plus facile quand tu commences l'immobilier d'aller vers un investissement sur un appartement que sur un local commercial. Est-ce que tu penses que le Covid aussi, c'est un peu découragé tout le monde? Alors non, pas forcément. Faut savoir que la plupart des gens la plupart des entreprises ont payé quand même. Il y en a peu qui ont mis des cartouches au... Oui, puis en vrai, si tu reviens au moment du Covid, même tes locataires d'habitation, si c'était auto-entrepreneur, etc., ouais, même eux, entre guillemets, étaient en risque. Pour moi, ça, c'est un épisode un peu... on est dans un cas de force majeure qui est arrivé une fois, qu'on n'est pas sûr qu'il se reproduira. Moi, c'est les genres de moments où, certes, moi, je conseille toujours d'avoir un peu une diversification. Par exemple, je serais pas forcément à l'aise en ayant que du local commercial, mais pour moi le Covid entre guillemets on peut pas vivre en se disant ah non je fais pas du local commercial parce qu'attends s'il y a un Covid 2.0 je vais pas être bien, dans le sens qu'on sait pas comment ça se passera et pour moi c'est le cas de force majeure classique où en mode bon mais voilà pendant le Covid si jamais prenons même le pire des cas t'as pas été payé de tous tes loyers en fait tant pis t'as eu un peu des pertes mais bon c'est un peu les aléas de la vie et en fait après la vie elle a repris son cours comme avant tu vois ça a rien changé sur l'aspect économique de la viabilité d'un local commercial. Ouais.
Sachant que du coup, on a l'impression qu'il y a vraiment pas de concurrence sur, les locaux commerciaux. Genre à chaque fois, autant sur des biens, d'habitation qui peuvent avoir, un potentiel de renta, allez, assez fort, si vous posez pas votre offre, directe, en fait, ça vous passe sous le nez. Là, pour les locaux commerciaux, chaque fois qu'on en a acheté, en vrai, on était à l'aise, hein, on n'était pas pressés, il y avait pas grand monde dessus et à chaque fois, en moyenne, on fait quand même, des Des très gros bonnes taux de ventes. renta. Ouais, franchement. Ouais, complètement. Ben, c'est vraiment pour les investisseurs, c'est vraiment beaucoup moins recherché. Des fois, c'est même un frein. Moi, j'ai eu des agents immo qui m'ont dit que, par exemple, quand ils vendaient un immeuble avec un local en rez-de-chaussée, bah des fois, c'est même un frein pour les acquéreurs parce qu'ils préfèrent avoir que des appartes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, pour moi, totalement sous-coté et totalement mis de côté, et où il y a vraiment un coup à faire dans le sens que c'est toujours pareil. Si vous avez moins de concurrence, vous arrivez à faire des meilleures négociations, vous avez des meilleurs taux de rentabilité. Et moi, honnêtement, avec le recul qu'on en a aussi depuis, on fait quand même du local commercial depuis 2021. Ouais. Et depuis le recul qu'on en a, on a eu moins de problèmes avec des locataires commerciaux qu'avec des locataires d'habitation. Et à chaque fois, on se rend compte quand même qu'il y a moins de frais sur le local commercial que le local d'habitation, parce qu'en fait, l'entretien courant, qui est un peu ce qui coûte dans l'immobilier pour pas qu'un bien se dégrade trop, en fait, il est à la charge du preneur à bail commercial et pas et pas à l'habitation, où pour le coup, ça sera souvent le propriétaire qui devra payer. Mmh. Donc en vrai, c'est une petite niche et cet épisode est fait pour vous si ça peut vous intéresser. Si vous avez pas envie de vous faire chier avec des locataires, vous avez pas envie de payer votre taxe foncière et que vous avez envie de trouver un locataire qui restera, plusieurs années, c'est fait pour vous. Totalement. On peut peut-être parler des avantages, concrets du coup du local commercial. Est-ce qu'on inclut aussi, bureau pro? Oui, pour moi, Parce que nous, on a commencé par des bureaux pro, hein, c'est surtout ça. On avait déjà un local commercial, bah, mais c'était parce qu'on avait acheté un immeuble d'habitation en fait et qu'il était en bas. en fait, moi, c'est la même logique d'un point de vue strictement de l'investissement et du droit. Le local professionnel, c'est une sous-destination du local commercial. La stratégie va être quasiment la même. Ce qui va vraiment changer, c'est que sur un bureau, entre guillemets, vos preneurs, ils vont plutôt chercher un lieu où ils sont bien et qui va en gros, se leur simplifier la vie. Donc, entre guillemets, vous devez faire un peu vous avez un côté all inclusive dans le bureau, où, entre guillemets, le mec, il vous paye un loyer charge comprise et vous occupez du ménage, etc. Alors que sur le local commercial, c'est vachement plus l'emplacement qui va compter et un peu la visibilité du local. Donc, c'est un poil différent sur la recherche et l'identification d'une pépite, mais par contre, oui, pour moi, je les range dans la même catégorie. Mmh. Du coup, au niveau des avantages, bah, souvent vous avez des loyers, plus élevés, hein. Franchement, les plus gros loyers qu'on facture, je crois que c'est 2 900. Ça, c'est le plus gros qu'on a en tout, en termes. Après, lui, c'est un très grand local commercial qui fait Ouais, mais quasiment c'est un 300 mètres ouais, carrés. c'est un local commercial, jamais de la vie on aurait pu, Mais c'est vrai qu'on le compare à une maison. Par exemple, on aurait une maison de 300 mètres carrés, on la louerait pas 2900 par mois. Enfin, en tout cas, dans la zone où on a ce local commercial là, c'est vrai que de Bah, manière pour des générale, prix d'achat en fait, c'est ça, c'est pour des prix d'achat similaires, parce que pour le alors, alors OK, celui-là, il est peut-être un petit peu on l'a payé combien? 300? 265 000. Ouais, bah, les bureaux, on les a payés plus ou moins ce prix-là. Enfin, c'est pas des... En fait, pour les prix qu'on paye pour de l'habitation, on se retrouve avec des loyers qui sont quand même largement plus hauts, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ben la réalité, en tout cas du marché, c'est que à zone similaire, je trouve que les prix au mètre carré à l'achat sont souvent un petit peu plus faibles sur le local commercial. Je vais pas vous dire la moitié non plus, je vais pas vous mentir, mais c'est souvent à zone identique et à état identique, c'est-à-dire peut-être avec des petits travaux, pas de travaux, etc. Grosso modo, vous avez en général 20% de moins sur un local commercial au prix d'achat au mètre carré que sur un local d'habitation. Et la réalité, c'est que souvent votre loyer va être plus élevé parce qu'en fait, votre preneur, il va payer l'emplacement, il va payer la visibilité, et en plus, vous n'avez pas toutes les contraintes du plafonnement des loyers. Maintenant, c'est quand même une grosse contrainte sur l'habitation. Je pense qu'il y a certaines zones où ça se louerait plus cher s'il n'y avait pas le plafonnement des loyers, alors que sur le local commercial, vous faites vraiment ce que vous voulez. Mmh. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi, pour moi, j'explique qu'il y a une part de rentabilité qui est plus importante. Déjà, vous avez moins de concurrence, ce qui fait que du coup, les prix à l'achat sont un peu moins élevés et vous louez un peu plus cher. Ouais. Pareil, au niveau des baux, souvent, en gros, le locataire a 1 mois de préavis. Le locataire d'habitation dans les zones tendues, sinon c'est 3 mois, je crois. On ne souvent que des bails de... Non, le bail meublé, c'est 1 mois tout le temps. Le bail nu, dans les zones tendues, c'est 1 mois. Dans Ouais, le reste, c'est 3 mois. 3 mois. Et bah là, en fait, il ne peut pas sortir au minimum, il sort dans 3 ans.
C'est ça. C'est-à-dire que honnêtement, là tu vas un peu tu parlais juste de la longueur, mais il faut concrètement parler du bail commercial. Le bail commercial, c'est un bail qui est vachement plus protecteur du propriétaire que ne l'est le bail d'habitation. Et ça vraiment faut le comprendre, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on dit toujours qu'en France le locataire est super protégé, que le bailleur entre guillemets c'est un peu le canard boiteux dans la vision du droit et de l'État sur l'aspect du logement. C'est vrai qu'en France il y a une sacralisation du logement, de la résidence principale. C'est difficile même des fois d'expulser des squatteurs, etc. C'est des réalités qui existent, qui n'empêchent pas que l'investissement en locaux d'habitation soit rentable et pertinent, hein, on va pas vous dire le contraire. Mais quand vous êtes dans un bail commercial, là vous faites waouh, ok. Ah, en fait, c'est ça d'être propriétaire et d'avoir le paiement de son loyer. Parce que dans le bail commercial, il faut bien comprendre que ce qui est le plus sacré dans le bail commercial, c'est le fait que le bailleur ait le paiement de son loyer. Ouais. Et ensuite, il va vraiment y avoir une logique que votre preneur est un professionnel. Ouais. Donc, on va pas venir, entre guillemets, lui tenir la main comme dans le bail d'habitation en lui disant « Ah non, mais l'entretien, c'est pas à vous. Ah non, mais ça, c'est le propriétaire. Ah non, mais si jamais votre logement est insalubre, votre propriétaire n'aura plus de loyer, etc. » Ça, typiquement, dans le local commercial, ça n'existe pas. Le preneur, il aura à sa charge tous les travaux d'entretien courant. Vous, grosso modo, vous aurez que les murs porteurs et la toiture à devoir entretenir s'il y a besoin. La plupart du temps, on va pas se mentir, dans le bâtiment, c'est ce qui tient le plus longtemps, mais tout le reste des équipements courants, donc l'isolation, les sols, les revêtements muraux, la plomberie, l'électricité, etc., tout ça, c'est à la charge de votre preneur. Et comme tu le disais, au niveau de la longueur du bail, le bail commercial, s'il est long, c'est même pas l'avantage du propriétaire en soi, c'est censé être à l'avantage du preneur qui va investir de l'argent dans son commerce et qui a besoin d'une certaine durée pour le rentabiliser. Et c'est vrai que comme tu dis, en revanche, on ne peut pas rompre un bail commercial comme on veut. Autant le bailleur, lui, n'a pas le droit de le faire avant 9 ans. Par contre, il aura une sacralisation du paiement de son loyer. Donc, entre guillemets, le seul moment où le bailleur pourra décider de rompre le bail avant, c'est si il n'est pas payé de son loyer. Et le preneur, quant à lui, ne pourra sortir du bail que si on arrive au bout des sorties triennales de 3, 6, 9 ans. Donc ça veut dire que probablement il veut arrêter son activité au bout de 3 ans, au bout de 6 ans. Et à ce moment-là, lui peut sortir du bail, mais pas entre ces périodes-là. En fait, c'est parce qu'il y a une notion de valeur et de fonds de commerce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre preneur signe son bail, ça rentre dans son fonds de commerce et ça vaut quelque chose. Donc, tout ce qui est les charges d'entretien, etc., c'est plus de votre responsabilité, mais c'est de la sienne parce que ça vaut quelque chose et c'est à lui de l'entretenir. Et là, on le verra peut-être un peu plus tard, c'est que du coup, vous n'avez pas le choix sur quand il décide de céder son bail ou de le vendre. Mais c'est cette logique de refacturation des charges parce qu'en fait, c'est son bébé, quoi, c'est à lui. Tout à fait. Je rajouterais même quelque chose qui est très cher en France, c'est la taxe foncière. Ça, c'est quelque chose qui augmente chaque année et ça, c'est quelque chose que, pareil, vous pouvez mettre à la charge de votre preneur. Donc, entre guillemets, le fait que votre taxe foncière, elle augmente chaque année, en soi, pour vous, ça devient moins un problème. Vous pouvez la mettre en supplément du loyer, directement dans les charges. Et du coup, ça augmente votre rentabilité nette sur le bien. C'est-à-dire que concrètement, sur un local commercial, vous prenez 1000 balles de loyer, à part vos intérêts d'emprunt sur votre financement et l'assurance PNO et allez, une petite provision pour les charges. Si par exemple, vous êtes dans une copropriété et qu'il y a certaines charges qui restent à votre qui restent à votre compte, mais sinon franchement vous aurez strictement rien à payer. Donc c'est vraiment un mode d'investissement dans l'immobilier où vous avez une très grosse rentabilité sur l'argent qui rentre dans votre poche et où en plus quand souvent on aime parler de revenus passifs, une fois que ça tourne, une fois que c'est en place, une fois que votre preneur est dans les lieux, a fait ses travaux, a ouvert son commerce et est rentable, en fait à part le paiement du loyer vous aurez strictement plus rien à faire, quoi. C'est ça. Et en plus, nous, on l'a déjà fait et c'est des choses qui s'optimisent avec l'expérience et un peu le recul dessus. Vous pouvez changer les clés de répartition au niveau de la copro pour que en fait les charges de l'immeuble ne soient même pas imputables parce que généralement vous avez le rez-de-chaussée. Oui, c'est ça. Et souvent, ce qui coûte cher dans une copropriété, en fait, c'est l'entretien des parties communes, l'ascenseur, etc. Donc, quand vous êtes uniquement sur le rez-de-chaussée, vous n'avez pas grand-chose à payer. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Pareil, au niveau des DPE, il y a aucune obligation. Il y a pas d'obligation. Il y a des obligations pour les très grands locaux commerciaux, mais bon, vous serez quasiment jamais concerné, sauf si vous amusez à acheter des centres commerciaux. Mais bon, je pense pas qu'on aura beaucoup d'investisseurs qui feront ça. En soi, il y a pas d'obligation d'isolation ou de DPE au moment de la mise en location. Dans tous les cas, avec la logique du bail commercial, si jamais ils mettaient des obligations d'isolation sur les commerces, en fait, c'est le preneur qui devrait faire les travaux et pas le propriétaire. Oui. Et pareil, du coup, au niveau de
enfin des aménagements, et cetera. Je veux dire, ils ne vous appellent pas, du coup, vous l'avez compris, pour les problèmes d'eau, les problèmes de porte qui ferme pas ou quoi. Tout ça, c'est à sa charge. Et c'est bien aussi parce que ça avait plus de souplesse et lui, ça lui permet en fait d'aménager l'espace comme il veut. Et en gros, on est de nouveau dans cette logique de fonds de commerce. Et souvent, en fait, votre bien va prendre de la valeur avec les aménagements qu'il fait. Je sais Oui. pas si t'es d'accord, mais Si, enfin complètement. franchement, nous, tous les locaux commerciaux qu'on a achetés et qu'on a mis en location, Ils les ah ont bah, améliorés. voilà, ils ont pas la même tête que quand on les a eus, quoi. Donc Tout à fait. Et ça, c'est vraiment la logique, c'est qu'en fait, quelle est la plus-value de l'investisseur sur le terrain du local commercial? Quand on fait du bureau, c'est un peu différent, mais on va dire vraiment sur le local commercial, type pied d'immeuble, centre-ville, etc. Vraiment, votre plus-value, c'est qu'en fait, vous venez permettre à des preneurs qui sont en train de lancer leur activité, donc ils sont pas finançables par les banques, sinon ils feraient eux-mêmes un prêt pour mais c'est l'acheter. ça. Donc en fait, ils sont pas finançables par les banques et c'est normal parce qu'ils lancent leur activité. Vous leur permettez de bénéficier d'un endroit pour pouvoir lancer leur activité et en échange, vous avez créé un peu cette liquidité entre le vendeur qui voulait pour X ou Y raison se débarrasser du local, vous l'avez acheté. Certes, il y a peut-être des fois un peu de travaux d'aménagement à faire dedans. Vous vous mettez d'accord avec votre preneur, peut-être vous lui faites un différé 2, 3, 6 mois de loyer, ça dépend la quantité de travaux qu'il aura à faire dans son local. Et en échange, lui va exploiter son local, être rentable et il vous a fait gagner de la valeur au niveau du prix au mètre carré du local parce qu'entre guillemets, quand lui a fait ses travaux, le local est dans un meilleur état que quand vous l'aviez acheté, que justement, peut-être que si le vendeur, il avait un local qui était dans un état moyen, voire nul, c'est pour ça que vous l'avez pas payé cher parce qu'entre guillemets, il y avait tout à retaper dedans, quoi. Donc c'est vraiment pour moi un mode d'investissement qui est ultra intéressant et où en plus souvent quand vous allez l'acheter vide, en fait vous achetez des mètres carrés. Donc, des fois, des mètres carrés qui sont pas en très bon état, donc vous achetez pas cher. Et quand vous allez revendre, s'il est loué et que votre preneur est rentable, en fait, vous vendez un produit d'investissement. C'est-à-dire que vous vendez plus des mètres carrés, vous vendez une rentabilité. Donc, potentiellement, si comme nous, vous arrivez à faire des très grosses rentabilités parce que vous avez très bien acheté, en réalité, quand vous allez revendre beaucoup plus cher que ce que vous avez acheté parce que, entre guillemets, nous, par exemple, si on a un preneur qui nous paye 1000 € de loyer par mois, bah, en fait, le prix de revente, en fait, on va essayer de se caler à 10% de rentabilité, ce qui est déjà énorme sur du local commercial. On va dire, voilà, on vend un bail à 10% de rentabilité, qui veut acheter? Mmh. Et c'est la valeur qui a été créée, du coup. Tout à fait. Et toi, comment tu déterminerais quel type d'investisseur est fait ou pas pour du local commercial? Bah, déjà, je pense que plus ou moins tout le monde devrait se diversifier au bout d'un moment, tu vois? Donc je pense que plus ou moins tout le monde. Je dirais que, est-ce qu'en premier, je pense que peut-être en premier ça peut le faire, hein, aussi, hein. Ça peut le faire. Nous, on accompagne des investisseurs qui ont commencé par du local Ouais. commercial. Moi, je leur ai toujours dit la problématique. Moi, la seule problématique quand tu commences par du local commercial, c'est même pas une problème de connaissance ou quoi que ce soit, ou de risque. C'est juste une problématique de financement. C'est que la banque est toujours un petit peu plus frileuse de financer du commercial. Il n'y a pas de raison intrinsèque ou économique à ça. C'est juste une question d'usage. Les banques, elles ont l'habitude pour du locatif de financer de l'appartement. Je pense qu'aussi, faut savoir un petit peu, faut savoir chercher, tu vois, pour le coup. Genre autant, bah, sur l'habitation, tu trouveras, je pense, toujours plus ou moins, quelqu'un qui a besoin d'un logement. Autant là, il faut quand même, j'ai l'impression que la phase, tu sais, de recherche est importante et il faut vraiment, pas se tromper, tu vois? C'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut souvent bien réfléchir son projet, bien identifier le bien Ouais, et être capable de faire ce boulot, de se mettre à la place d'un c'est ça. preneur. Mais c'est toujours pareil en fait, si tu te formes, si tu étudies bien cette question-là, il n'y a pas de problème en soi à commencer par un local commercial. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça va souvent s'inscrire dans une démarche où vous avez peut-être fait 1, 2, 3 investissements en habitation. Vous vous rendez compte que ça prend un petit peu de temps en gestion, soit vous le déléguez totalement, soit vous le gardez à votre main. Pour des raisons de diversification, pour aussi des raisons d'avoir une gestion différente, peut-être plus de rentabilité aussi sur vos prochains projets, peut-être aussi, comme nous, c'est notre cas, c'est que dans notre zone, l'habitation, c'est très peu rentable, c'est très difficile d'avoir des projets à plus de 10% de renta. Par contre, du local commercial, on trouve encore plus de 10% de rentabilité sans trop se fouler. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, t'en as acheté un il y a, enfin, on en a Bah, il y a moins acheté d'un an, un il quoi. y a moins d'un an, quoi, même pas. Et là, on n'en achète pas parce qu'on est, en soi plus finançable, on a plus les CDI, du coup, on attend un petit peu avant d'en racheter. Mais là, avec la vente de l'appart, pour ceux qui suivent un petit peu le podcast, si, avec les sous qu'on va récupérer, ben, c'est sûr qu'on va repartir sur un local Ah commercial. oui, c'est sûr, on n'a pas prévu de repartir sur un appartement, sur de l'habitation là-dessus. Pareil, on n'a pas d'impayé sur les locaux commerciaux. Non. Une fois, on a Heu eu un litige.
qui est en train de se régler avec des avocats ou Oui. visiblement devrait avoir gain de cause, parce que si ça fait une grosse diff avec l'habitation, la plupart du temps dans l'habitation, quand votre locataire vous paye pas, en fait c'est qu'il est insolvable, donc en fait ça sert pas à grand chose, enfin ici des poursuites, vous récupérez rien à la fin. Le local commercial, forcément vous avez quelqu'un qui lance un business, qui a des fois d'autres business en parallèle, qui a de l'argent, s'il essaie de vous la mettre à l'envers en espérant que vous le laissiez tranquille, si vous décidez vraiment de prendre les choses en main et de faire un procès, en fait vous avez toutes les chances de gagner, d'avoir gain de cause sur ce qui vous doit à la fin. Donc ça aussi, ça fait une différence majeure, parce que dans la négociation, ça compte. Ouais, et puis en fait, pour une fois, le juge est vraiment de notre côté. Enfin, tu vois Oui, ce que je veux dire? exactement. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a vraiment une sacralisation du paiement du loyer. D'ailleurs, même quand si la boîte est mise en liquidation, alors bon, vous passez pas avant l'État, faut pas déconner, mais vous êtes pas si bas dans la chaîne qui récupère les créances, en fait. C'est ça. Et ça, franchement, en fait, on est vachement serein par rapport à ça, parce que même s'il y en a un, des fois ça peut le faire, hein, il y en a un qui s'est vautré au niveau du business plan et en fait son truc marche pas, franchement ça nous est déjà arrivé, il y en a un là il y a pas longtemps qui a voulu rendre son local et tout, franchement la semaine d'après, on avait quelqu'un qui avait repris le truc, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, comme il habite pas dedans, entre guillemets, s'il est pas rentable, la Oui. plupart du temps, vous allez vous en sortir par la négociation, il va vous rendre les clés, vous le remettez en location, c'est réglé. Alors que votre locataire, dans l'habitation, quand il peut plus vous payer le loyer, il peut pas payer le loyer à quelqu'un d'autre. Et comme il habite dedans, il peut pas déménager, parce que souvent il est insolvable. Donc en fait, vous l'avez sur les bras et vous savez pas comment vous en débarrasser. Alors que dans les locaux commerciaux, c'est vachement plus simple. Il y a pas le côté émotionnel aussi de l'habitation, tu sais, parce que quand t'es à l'habitation, souvent ils prennent sur les retards de loyer, etc. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent vite agressés parce que c'est chez eux, tu vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils sont chez eux et qu'en fait, ça met directement un petit mode survie ou en mode je me retrouve à l'argent, alors que non, pas du tout. Pas en France, en tout cas. Et c'est ce que tu disais, les locaux commerciaux, l'approche est vachement différente, en fait. Et d'ailleurs, ils peuvent racheter est-ce qu'au bout des 9 ans, ils peuvent te demander de racheter ou un truc comme ça? Non, ils auront simplement un droit préférentiel, un droit préférentiel en cas de vente du local, mais ça existe aussi dans l'habitation. Ouais. Quand tu veux un appartement avec un locataire, elle a aussi un droit particulier d'acheter en priorité. Et si les bougs veulent arrêter leur activité pour X ou Y raison, là encore, vos loyers sont dus, en fait. Il n'y a pas de j'arrête l'activité, du coup je paye plus mon loyer. Non, c'est à eux d'aller chercher un repreneur. Alors, nous, pour les dernières fois, c'est plutôt nous qui l'avons fait, mais parce qu'on voulait pas perdre de temps. Mais généralement, c'est à eux de trouver. Alors, vous avez pas trop le droit De refuser, par contre. refuser. Par contre, vous pouvez demander des garanties. Ou Oui. du moins, c'est eux qui restent garants Du nouveau. Et là encore, c'est royal. Parce que je vous dis vraiment, au niveau de la procédure, je pense que s'il y a un impayé, allez, en tout, ça prend quoi? Entre le moment où tu fais l'huissier et le moment où il y a la saisie des comptes. 6 à 8 mois. Ouais. Par rapport à l'habitation. Par rapport à l'habitation, où c'est plus de 3 ans, c'est ok, quoi. Et souvent, vous aurez récupéré les clés entre-temps. Oui, parce que pareil, imaginez même qu'ils ne veulent pas vous rendre les clés. En réalité, l'huissier, il n'y a pas de trêve hivernale. L'huissier, il vient, il change la serrure et il vous redonne les clés, c'est réglé, quoi. Le mec est dehors, il n'y a pas de ah mais non, c'est ma résidence principale, vous pouvez me pas mettre dehors. Ah non, là, franchement, on s'en fout. En plus, pareil, dans un local d'habitation, même quand l'ancien locataire vous laisse des affaires, c'est toujours compliqué pour que vous puissiez avoir le droit de les récupérer pour les vendre. Dans un bail commercial, c'est bien écrit que quand le preneur laisse des affaires dedans, en fait, c'est à vous. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez, vous les revendez, vous les laissez pour le suivant, peu importe. C'est ça. Donc non, franchement, pour moi, je trouve que vraiment l'investissement en locaux commerciaux, c'est plus rentable, c'est plus sécuritaire du paiement du loyer pour le bailleur, c'est souvent moins de prise de tête. Le levier bancaire, quand vous savez faire, en fait, il sera similaire. Je vous disais tout à l'heure que c'était un peu plus dur quand vous commenciez par ça, mais ça se fait. Nous, on a 3 élèves qui ont commencé à investir en locaux commerciaux avant même d'avoir investi en appartement, qui ont réussi à se faire financer. Donc, c'est pas impossible, ça se fait. Il faut juste savoir bien le faire. Et je pense que c'est intéressant qu'on leur dévoile un peu la petite surprise qu'on a préparée ou pas. Ouais, vas-y. Hein, Donc, en fait, on vous parle un peu de ce sujet-là parce que vraiment, comme on vous le disait, on trouve qu'il n'y a pas grand monde qui en parle de ce sujet des locaux commerciaux et que c'est dommage de passer à côté. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui peut-être ne veulent pas faire d'habitation ou veulent se diversifier, comme tout à l'heure quand on se posait un peu la question à qui ce type d'investissement s'adressait. Et c'est pour ça que nous, on a monté une masterclass gratuite. Ouais. Vous aurez le lien d'ici 15 jours. Je pense, oui. Après la sortie de cet épisode. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et également dans les liens du podcast parce que du coup, quand
quand vous écouterez cet épisode, ça sera pas encore dispo On vous le rappellera la semaine prochaine. en description, mais la semaine d'après, vous aurez le lien, etc., pour vous inscrire et pouvoir aller la voir. Et on espère, en tout cas, que ça vous intéressera et que vous pourrez apprendre plein de choses sur l'investissement en locaux commerciaux. Et sinon, si vous avez juste écouté cet épisode, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Ouais. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide beaucoup. À nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Flouserie. On vous partage un peu plus de notre quotidien. Et on se dit à lundi pour un prochain épisode. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao.